Bonjour, je m'appelle Pierre Coulot. Aujourd'hui, je vais vous parler de la classification des légumineuses. Ma conférence s'appelle la classification des légumineuses, une discipline à part entière, parce que cette discipline est en pleine évolution. Depuis le XVIIIe siècle, elle ne cesse d'évoluer, mais notamment depuis une quinzaine d'années, avec l'apparition de la phylogénie moléculaire, elle connaît des modifications importantes et toutes récentes, puisque cette année même, en 2024, un article absolument majeur a induit des modifications dans la taxonomie de la famille, et ça n'est pas fini, puisqu'un groupe de travail international y travaille très activement. Donc j'ai essayé en 20 minutes de résumer près de 200 ans d'histoire de cette classification. Donc c'est un peu dense, mais espérons que ça soit compréhensible. Je vais donc vous évoquer la classification des légumineuses. Alors, l'idée n'est pas de faire un cours d'histoire de la botanique, mais la classification des légumineuses est une discipline qui est extrêmement mouvante et qui connaît depuis quelques années des évolutions tout à fait considérables. Mais pour bien comprendre ce dont il s'agit, il est important de revenir aux études antérieures. Bon, je rappelle que c'est la troisième famille de la flore mondiale et qu'elle est répartie, comme vous le voyez ici, sur la totalité du globe. Je voulais démarrer cette présentation en citant une phrase du prodrome de Candolle, 1825. De Candolle disait, comme vous le voyez, que finalement, cette famille se reconnaît très facilement, ou en tout cas, quand on en voit une spontanément, on sait qu'on a affaire à elle. Et pourtant, quand on regarde les fleurs de la famille des légumineuses, vous conviendrez avec moi qu'il y a des variabilités extrêmement importantes et qu'on ne peut pas, d'un simple terme, d'une simple définition, déterminer que nous sommes face à cette famille en regardant ces inflorescences extrêmement diverses entre, je ne sais pas, un acacia, un albizien, un bohénia, une cassia, etc. Alors vous allez me dire, c'est peut-être au niveau des feuilles qu'on les reconnaît du premier coup d'œil. Eh bien, quand on regarde ces feuilles, on voit aussi que nous avons finalement une extrême variabilité entre, par exemple, des feuilles bipénées, des feuilles palmées, des feuilles imparipénées, des feuilles entières, réduites à des épines, etc. Donc là encore, c'est pas de ce côté-là qu'on peut se dire, voilà ce qui permet à l'évidence d'identifier une légumineuse. Donc évidemment, vous allez me dire, c'est au niveau des fruits. Eh bien, vous conviendrez là encore qu'il n'y a pas d'évidence absolue, puisque quand on regarde ce Scorpiurus, cet Amorpha, ou que sais-je, ce Tipuana, cette espèce tropicale, avec une demi-samare, eh bien, vous conviendrez là encore qu'il n'y a pas d'évidence pour les reconnaître du premier coup d'œil. Et pourtant, De Candolle avait raison, c'est vrai que quand on en voit une, il y a une tête de légumineuse. Alors on va essayer de voir comment les botanistes ont essayé d'analyser ça. Il se passe pour les légumineuses ce qui se passe avec toutes les familles, c'est que la classification s'est faite réellement en deux périodes. Une première période à cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle, que je vous ai appelée la période morphologique, et puis une période récente, très récente même, que j'ai appelée la période phylogénétique. Et en l'occurrence, pour les légumineuses, vous verrez que ces deux périodes sont extrêmement riches et extrêmement marquées. Et vous voyez qu'entre les deux, il y a quand même une longue période, globalement, où la classification, la taxonomie a très peu évolué. Alors, je vais vous épargner, évidemment, un détail de l'ensemble des botanistes qui ont travaillé sur les légumineuses, mais j'en ai retenu quelques-uns, et notamment ceux pour lesquels des observations absolument majeures ont été faites. Le premier, c'est Michel Adanson, on est juste après Linné. Il a fait une ébauche de classification, il est surtout connu pour avoir, dans sa famille des plantes, lancé un certain nombre de termes qui sont restés depuis, et notamment des termes comme gélisté, astragallie, etc. Et il avait regroupé, puisqu'il en était finalement assez peu connu en Europe, tout ce qui n'était pas des papillonacées, des plantes à fleurs papillonacées, dans la tribu des cassiers. C'est une première approche, elle a le mérite d'exister, et évidemment, on est quand même au milieu du XVIIIe siècle. L'étape suivante, c'est Jussieu, une étape très importante pour deux raisons.
Alors, il a publié à un moment où la France était un peu occupée, hein, en 1789, pour des choses un peu moins sympathiques ou plus sympathiques, enfin que sais-je, en tout cas un peu plus violentes que la botanique. Il a donc, lui, lancé une classification partielle de la famille, et il a été le premier, et on va le voir après, à travailler sur la structure de l'androcée, puisque chez les légumineuses, vous avez deux types d'androcée, en tout cas deux grands types d'androcée. Diadelphes, c'est-à-dire que les étamines sont pour 9 d'entre elles regroupées et une est différente, et monadelphes quand elles sont toutes en gros identiques. Et puis c'est lui qui a publié le nom de famille des léguminosées. Alors parfois on nous dit pourquoi avez-vous appelé votre monographie des léguminosées de France et non pas monographie des fabacées de France. Je rappelle que le code de nomenclature permet de le faire, que c'est le premier nom qui a été utilisé et que c'est un français. Voilà 3 bonnes raisons qui nous ont semblé cohérentes pour utiliser léguminosées plutôt que fabacées. Gärtner, un Allemand, très peu de temps après, va lui faire une autre observation absolument majeure, c'est qu'il est le premier à remarquer qu'au sein des légumineuses, certaines, comme le dit la phrase en latin, la deuxième ligne, certaines ont un embryon droit et d'autres un embryon curvé. Je pense que beaucoup d'entre vous, alors je ne sais pas si les plus jeunes l'ont fait, mais moi quand j'étais à l'école, on nous faisait germer des lentilles entre 2 morceaux de coton sur le radiateur, et je pense que ça parle à beaucoup de gens ici, et j'avais, comme tous les enfants de mon âge, remarqué que l'embryon d'une lentille il revient en arrière. Et Gärtner, lui, l'avait observé depuis très longtemps, et il avait vu qu'il y avait quand même 2 grandes catégories dans les légumineuses, celle avec embryon droit et celle avec embryon courvé. Et ça va être un point très important des classifications qui vont suivre, et notamment des 3 classifications absolument majeures du début du XIXe siècle et de celles de la fin du XIXe. On va les voir très rapidement. Robert Brown, lui, un Anglais, il a été le premier à observer en masse des légumineuses non européennes, puisqu'il a fait un voyage avec Flinders en Australie, et il a donc observé notamment plus de 400 acacias différents. Je rappelle qu'en Australie, il y en a presque 1100 espèces, et donc il a pu voir ce qu'étaient ces autres légumineuses. Et il a donc établi une classification à partir de critères qui sont l'implantation des étamines, en remarquant que certaines avaient des étamines hypogynes, c'est-à-dire insérées sous l'ovaire sur le réceptacle, et d'autres périgynes, insérées au-dessus de l'ovaire. Et par ailleurs, que la préfloraison, c'est-à-dire la disposition des pétales dans le bouton, était pour certaines valvaires, c'est-à-dire que les pétales sont contigus mais ne se chevauchent pas, et pour d'autres vexillaires, c'est-à-dire que les pétales se chevauchent. Il a ainsi créé l'ordre des mimosées pour les premières, et pour les deuxièmes, il a créé 2 ordres, les Lomantacées ou Césalpiniées pour celles qui n'avaient pas de corolle papillonacée, et pour celles qui avaient des corolles papillonacées, l'ordre des papillonacées. Vous voyez que les 3 grands groupes de légumineuses, en tout cas les 3 grands groupes tels qu'elles existaient jusqu'à il y a peu de temps, étaient lancés dès cette époque. Brown, très intéressant, il a 21 ans, il va abandonner la botanique après pour faire de la géologie, donc il est connu exclusivement ou presque exclusivement pour ses travaux de géologue, mais il va faire un travail considérable très jeune, et il va reprendre finalement ce qui a été fait par ses prédécesseurs, et il va faire une première classification complète de la famille. Il va intégrer tous les critères qui ont déjà été observés, et lui dit peut-être qu'aucune famille de plantes n'est aussi polymorphe. Donc vous voyez, si vous mettez en juxtaposition la phrase de De Candolle et la phrase de Brown, on a vraiment ce qui caractérise cette famille. À la fois on la reconnaît du premier coup d'œil, mais elle est incroyablement polymorphe. Et il va faire la première classification. La voici. Donc il va reprendre ce qui a été établi par ses prédécesseurs, donc avec les rectambriers, avec l'embryon droit. Et là il va donc affiner les cassiers, les mimosées qui ont déjà été créés, les cercées pour les cercis, les boïnias, les arbres de Julet, vous connaissez. Et puis au sein des curvambriers, il va isoler ce qu'il appelle les sophorées, en remarquant qu'elles ont des étamines qui sont libres par rapport aux autres qui ont des étamines diadelphes, et au sein desquelles il va créer des tribus très très importantes
comme les trifoliés ou les galégués que vous connaissez et qui, en tout cas pour l'une d'entre elles, sont toujours d'actualité. De Candolle, évidemment, et surtout à Montpellier, comment ne pas parler de Candolle, 1825, il publie en même temps le Prodrome, le deuxième volume du Prodrome, et un mémoire sur la famille des légumineuses, qu'il publie concomitamment. Il a fait un travail considérable dans la flore générale, mais vraiment, c'était un grand spécialiste des légumineuses. Et lui, il est dans une logique d'exhaustivité. Donc, il va décrire des centaines et des centaines d'espèces, de très nombreux taxons au-delà de l'espèce, bien sûr. On repart de la classification précédente, et lui, donc, il va affiner au niveau des rectambriers, reprendre ce qui avait été fait par Brown avec les mimosés et les césalpiniers, en fonction des étamines et des estivations, et au niveau des curvambriers, il va affiner les choses en étant le premier à travailler de façon beaucoup plus précise les papillonacées, c'est-à-dire les structures à feuilles en forme de papillon, comme on l'a vu tout à l'heure. Et il isole une tribu qu'il positionne dans les curvambriers, les swartziers, tribu essentiellement sud-américaine, qui sont des plantes qui ont un aspect un peu bizarre, il ne sait pas trop les positionner, il le dit d'ailleurs, il les met là, en attendant. Et il crée énormément de sous-tribus, et notamment la fameuse sous-tribu des astragalées, qui, je le rappelle, héberge le genre le plus important de la flore mondiale. Bentham, lui, il est anglais, il est chargé d'analyser les herbiers de toutes les colonies anglaises et notamment en Asie. Et donc il va publier la flore de Hong Kong, une flore des flores de différents pays de Malaisie, etc. Et il va faire un très gros travail sur les légumineuses, et notamment les légumineuses non papillonacées. Il va lui aussi faire une classification exhaustive en créant beaucoup de sous-tribus. Ça, c'est la classification de Candolle. Et voilà ce que va en faire donc notre ami Bentham, où il va donc créer beaucoup de nouvelles tribus, surtout dans les légumineuses tropicales finalement, et puis il va créer énormément de sous-tribus au sein des papillonacées. Beaucoup de sous-tribus que je ne vais pas détailler. Et finalement, il ne se passe plus grand-chose de très représentatif jusqu'à 1981. Roger Polleel, c'est un Anglais de Kew, et lui, il se dit, je vais faire un point dans un ouvrage tout à fait considérable sur la classification. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé depuis Bentham? Et on se rend compte finalement, quand on repart Bentham et Polleel, qu'il ne s'est pas passé énormément de choses. Voilà la classification de Bentham. Et finalement, la classification de Polleel, vous voyez qu'au niveau des espèces tropicales, enfin je dis ça pour résumer, il ne se passe pas grand-chose. Et au niveau des papillonoïdés, il va essentiellement remonter les sous-tribus de Bentham au rang de tribus. C'est les tribus que vous voyez en bleu, et finalement, lui ne va pas créer grand-chose, si ce n'est des tribus qui sont essentiellement des tribus australiennes, qui étaient pas ou peu étudiées jusqu'alors. On est donc il y a finalement très peu de temps, on est il y a 50 ans, et on est pour la dernière fois sur une classification morphologique. On va attaquer la phylogénie. Alors, c'est un schéma, c'est pas autre chose qu'un schéma que je vous ai produit là, c'est juste pour que vous resituiez où est l'ADN dans une cellule végétale, comme dans une cellule animale, l'ADN est dans le noyau, il est dans les mitochondries, mais dans les cellules végétales, il est également dans ce qu'on appelle des plastides ou des plastes, dont les chloroplastes, et c'est essentiellement dans l'ADN des chloroplastes qu'on va trouver les séquences qui vont être étudiées en phylogénie moléculaire, pas que pour les légumineuses, mais particulièrement pour les légumineuses, avec notamment des séquences codantes qui sont très importantes, comme le gène de la Mathuraska, ou des séquences non codantes qui ont également leur importance. On ne va pas parler de phylogénie moléculaire et notamment des principes, ce serait beaucoup trop long. En tout cas, les séquences sont assez vite identifiées pour savoir quels sont ceux qui sont intéressantes. Deux personnages sur cet écran, à gauche Martin Wojciechowski, un Américain de l'Arizona, enfin il vient de prendre sa retraite dans le Montana où il trouve que le climat est beaucoup plus frais et agréable, et surtout à droite Anne Bruno, ou aussi à droite Anne Bruno qui est la coordinatrice internationale du Legume Phylogeny World Group, qui est canadienne, québécoise, francophone, et qui nous a fait le très grand honneur de rédiger la préface du dernier tome des Légumineuses de France, qui sera publié au printemps. Que disent ces premières études? Elles disent que la famille est monophylétique, encore fallait-il le prouver, aucune discussion en la matière, et surtout que, contrairement aux papillonoïdés et aux mimosoïdés, les césapinoïdés sont paraphylétiques.
Morphologiquement, il y avait quand même de grands doutes, mais au niveau génétique, il n'y a plus aucun doute possible. Et au sein des césalpinioïdés, il y a des groupes monophylétiques, notamment les cercidés, dont vous connaissez l'arbre de Judée. Que les fameux farciers de De Candolle, vous savez qu'il avait positionné sur le côté, sont bien des papillonoïdés, mais c'est ce qu'on appelle des papillonoïdés archaïques, c'est-à-dire qu'elles se sont différenciées précocement à partir des césalpinioïdés, qui sont les espèces les plus ancestrales. Les tribus des papillonoïdés, pour la grande majorité d'entre elles, sont monophylétiques, sauf quelques-unes qui sont très importantes, notamment la plus grande d'entre elles en nombre de taxons, de genres, c'est les phaséolées, essentiellement tropicales, et puis les sophorais et les galéiers. Pour ceux qui ont un peu étudié ces tribus, ça tombe un peu sous le sens aussi. En 2005, les Anglais de Kew vont publier un livre qui est en vente, qui est un livre absolument remarquable et remarquablement illustré, qui va reprendre la classification en intégrant la phylogénie, mais pour autant qui ne va pas faire de bouleversement taxonomique et nomenclaturaux majeurs. Ils vont présenter les clades de la phylogénie moléculaire, mais conserver finalement, pour l'essentiel, les tribus existantes. Donc quand on repart de la classification de Paul-Hill, finalement voilà ce qui se passe. Sur les césalpinioïdés, les mimosoïdés, il ne se passe pas grand-chose. Ils ont juste regroupé quelques tribus. Et dans les papillonoïdés, là aussi, certaines tribus ont été regroupées. Et finalement, ils ne créent qu'une seule tribu qui ne contient qu'un seul genre, les Sesbania, pour le genre Sesbania que j'imagine beaucoup connaissez. Donc, on voit bien qu'on a là un travail intermédiaire qui va préfigurer ce qui va se passer ensuite et ce qui s'est passé très récemment. 2010, on a là quelque chose de... Je ne sais pas si c'est un cas unique dans la botanique, mais en tout cas, c'est tout à fait remarquable. C'est que tous les laboratoires du monde qui travaillent sur la phylogénie moléculaire des légumineuses ont se regroupé pour fonder un groupe, Legume Phylogeny World Group, excusez-moi, mon anglais est médiocre, et ils vont coordonner leurs travaux pour que tous n'étudient pas dans cette immense famille les mêmes groupes. Et du coup, pour pouvoir avancer plus vite dans la connaissance des légumineuses. C'est une idée toute simple, mais on sait tous à quel point coordonner les énergies, et surtout à l'international, n'est pas toujours évident. Évidemment, on peut avoir un regret, c'est qu'il n'y a aucun laboratoire français au sein de ce groupe. Il y a des laboratoires québécois, au moins on y parle un peu français. Et puis donc, il va y avoir une première publication importante en 2013 dans Taxon, je ne l'ai pas détaillé, qui est une préfiguration de la suite, et surtout donc une publication absolument majeure en 2017, publication que vous pourrez trouver, voici la référence, avec une très belle illustration. Et finalement, c'est dans cette publication que les sous-familles des légumineuses vont être restructurées et que les césalpinioïdés, qui sont maintenant connus depuis au moins 20 ans comme étant paraphylétiques, vont être explosés. Ça, c'est une illustration que vous retrouverez dans le tome 1 de la monographie des légumineuses. Vous voyez que les césalpinioïdés vont être répartis dans 5 sous-familles et que les mimosoïdés vont être intégrés au sein des césalpinioïdés. Et donc, de 3 classifications traditionnelles que nous avons tous pratiquées, 3 sous-familles des légumineuses, on va passer à 6, qui sont des sous-familles de taille très différentes. Voilà donc ce qui va se passer. Ça, c'est la classification de Legumes of the World 2005. Et donc, il va y avoir là un travail absolument énorme pour créer ces nouvelles sous-familles. Et puis ensuite, pour le moment, on va parler de clades et les redéfinitions des tribus au sein des césalpinioïdés vont rester un peu en attente. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, c'est dommage, parce que, vous le savez, quand on passe d'une logique de classification morphologique à une logique de classification phylogénétique, le réflexe doit être de rechercher ce qu'on appelle les synapomorphies, c'est-à-dire les critères communs des nouveaux groupes constitués, à la fois aux espèces composant ce groupe et à leurs précurseurs que nous ne connaissons pas. Donc, on voit bien que parfois, on est parti en regroupant des taxons par rapport à un critère donné, et que finalement, la biologie nous montre que, certes, ils sont ce critère en commun, mais qu'il y a un autre critère commun en les classant autrement, qui lui correspond plus à la façon dont les taxons se sont différenciés les uns des autres. Alors, sans rentrer dans les détails, dans les cercidoïdés, la synapomorphie la plus nette, c'est la forme des feuilles. Ce sont les seules légumineuses avec des feuilles
comme ça, qui sont des feuilles rondes, orbiculaires ou bilobées. Hein. Et puis, bon, il y a aussi des fleurs pseudo-papillonacées, qui est une fleur qui ressemble à une fleur papillonacée, mais qui n'en est pas une. On n'a pas le temps de le détailler. Du Parketioides, c'est une sous-famille avec une seule espèce. Cette plante, que on appelle vernaculairement l'arbre aux orchidées, vous comprenez pourquoi, eh bien c'est la seule légumineuse sur l'ensemble des dizaines de milliers qui a 4 étamines. Excusez-moi pour cette mauvaise photo. Détarioidés, vous reconnaissez le terme araignée, a des stipules intrapétiolaires. Je n'ai pas trouvé de bonne représentation des stipules intrapétiolaires. C'est un point commun à toutes ces plantes. Et puis dans les dialioidés, vous avez des inflorescences tyrsoïdes, qui est un critère extrêmement rare dans les légumineuses et qui ne se retrouve que dans cette sous-famille. Tout ça était tout mélangé avant, hein, d'accord? Avec parfois des tribus, mais pas toujours bien définies. Et l'affaire, je vous disais, et l'actualité ne cesse d'évoluer, puisque 2024, c'est-à-dire au mois de mai dernier, quand j'ai proposé aux convergences de faire cette intervention, je savais que ce papier allait sortir, je ne savais pas encore ce qu'il y aurait dedans. Et heureusement, ils l'ont pas fait pour moi, bien sûr, mais ils m'ont fait le plaisir de le sortir avant l'intervention d'aujourd'hui. Et c'est majeur, c'est un papier qui fait 550 pages dans Phytocues, c'est extraordinaire. C'est un des plus grands articles botaniques que j'ai jamais lus, qui a été fait par le LPWG, donc il a été fait par tous ces gens à travers le monde, et ils ont redéterminé une classification des Césalpinoidés, donc qui a été complètement reconsidérée. Je reviens à la classification précédente, et elle a été donc redéterminée avec des nouvelles tribus. Certaines étaient des tribus abandonnées, les Gléditiers, les Cératoniers, vous connaissez Gléditia, Cératonia, d'autres ont été créés à l'occasion, et pour les mimosées, eh bien, il n'y a pas eu de choix de créer des tribus. Mais par contre, il y a 20 clades avec des choses qui sont, de prime abord, assez surprenantes, mais quand on regarde dans le détail les plantes, beaucoup moins, notamment que les acaciers ont disparu, puisque les anciens acacias, et on pourrait faire une conférence uniquement sur eux, ont été, vous le savez, répartis en plusieurs genres qui finalement appartiennent à différents clades. Et finalement sont beaucoup moins proches les uns des autres qu'on ne pourrait le penser, et on est là face à un phénomène de convergence morphologique. Et là encore, ça biaise notre réflexion par rapport aux botaniques morphologiques que nous sommes au départ, tous. Et après, eh bien, l'affaire n'est pas terminée, puisque voilà ce qui est en cours d'analyse. Alors, je vous ai résumé sur une diapo l'arbre phylogénétique des papillonoïdés, qui est long comme le bras, hein. D'accord? Et encore, un long bras. Donc je vous les ai regroupés par morceaux, avec notamment les papillonoïdés basales, dont on a vu tout à l'heure les Schwarziers, mais au sein duquel, et on va en parler, les Cladradistées, et puis tout un tas de groupes, et notamment celles qu'on connaît le mieux en Europe, hein, qui sont ce clade IRLC, déterminé depuis longtemps, où il y a aujourd'hui des vraies questions sur la façon de classer les tribus. Alors, nous, on est assez contents avec Philippe Rabot. J'aurais dû préciser, bien sûr, qu'il est le co-auteur de cette intervention avec moi, notamment sur les glycyrrhizés, sur les caraganés, qui sont aujourd'hui validés, comme on l'a fait dans les tomes de la monographie. On en était convaincus, et la biologie l'a montré, ça paraissait relativement évident. Mais il y a encore des choses qui ne sont pas claires, notamment, bon, au niveau des galégués, mais c'est, à mon avis, relativement clair, mais au niveau du clade vicioïde, parce que la délimitation entre les viciers et les trifoliés n'est pas aussi évidente qu'il y paraît. Juste pour terminer, synapomorphie, on en a parlé, je voudrais juste illustrer le propos. Les Sophorae sont une tribu très ancienne, vous l'avez vu, on l'a vu tout à l'heure, une des premières tribus créées au sein des légumineuses. Sur un critère, les étamines, les diétamines sont libres, vous le voyez. Et finalement, on a regroupé au sein de ces Sophorae toutes les légumineuses à étamines libres. Et il s'avère qu'on s'est retrouvé avec, à gauche, ce que vous appeliez peut-être, encore il y a peu de temps, Sophora japonica, et à droite, un Sophora, sensu stricto, Alopecuroides, photographié en Asie. Eh bien, finalement, on les a regroupés historiquement à cause de ce critère, mais ce sont des plantes, objectivement, qui n'ont pas grand-chose à voir. A contrario, notre Sophora ressemble beaucoup à un lupin. Alors j'ai pris un lupin évidemment à fleurs blanches, hein, pour tricher un peu, mais quand même. Et finalement, quand on analyse la phylogénie, on se rend compte que
les vrais sophoras, qui redeviennent aujourd'hui la tribu des sophorés sensu stricto, sont proches des génistés au sein desquels il y a les lupins, au sein du clade génistoïde. Par contre, notre sophora, qu'il convient d'appeler Styphnolobium japonicum, est une papillonoïdée basale, et une tribu vient d'être créée il y a 1 an pour les héberger, qui sont les cladradistés, avec 3 genres qui ne se ressemblent pas du tout de prime abord, mais qui ont, quand on les analyse, des points en commun. Juste pour terminer sur les convergences morphologiques, c'est pas les papillonacées, ça ne vous aura pas échappé. Je ne suis pas du tout ornithologiste ou ornithologue. Je sais qu'il y en a dans la salle, n'est-ce pas Serge? À gauche, vous avez un vautour, à droite, un condor. Eh bien, la biologie dit quoi? Les zoologistes, on dit depuis toujours, on les regroupe dans la même famille. Et finalement, la biologie a dit non, non, le vautour, il vient d'un oiseau qui ressemble à un faucon, alors que le condor, il vient d'un oiseau qui ressemble à une cigogne. Et finalement, on se dit, finalement, c'est des oiseaux qui ont évolué depuis longtemps, qui se sont différenciés, mais comme ils vivent dans des milieux comparables, ils ont évolué vers des convergences morphologiques pour se ressembler. Eh bien, les plantes, c'est pareil. Alors, j'ai pris un exemple de la flore française. Ce lotier ici, Lotus creticus, qui ressemble au Lotus cytisoides que vous avez à droite, ont été considérés comme proches et, par des botanistes même, mis comme sous-espèces l'un de l'autre. Et celui-là a été appelé en Corse Lotus cytisoides sous-espèce conradiée. D'accord? Alors que, en réalité, notre Lotus creticus, il est très proche, et ils ont des précurseurs communs avec des plantes de Macaronésie. Notamment, j'ai pris celui-là, qui est Lotus lancerotense. Et en réalité, ils se sont différenciés, ces 2 plantes, il y a très longtemps, mais comme ils vivent dans les mêmes milieux, ils ont retrouvé des morphologies comparables. Et c'est ce travail qui n'est pas toujours évident que je vous invite à faire quand vous regardez de la phylogénie, des études phylogénétiques, et que vous devez réfléchir à la façon dont on doit demain nommer les plantes. Voilà donc, en quelques secondes, l'évolution de cette classification résumée, pour que vous la mémorisiez, c'est très facile. Et après, il y a une interro, évidemment. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je vais animer les questions et essayer d'y répondre. Merci pour cette intervention très complexe et combien intéressante. Tu parlais de critères, de caractères synapomorphiques. Alors ma question c'est, est-ce que ces caractères ils sont propres à différents niveaux de la classification? Et si c'est le cas, est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait faire du coup une clé d'identification à l'échelle mondiale de tous les différents clades, de tout en haut jusqu'à l'espèce? Alors c'est une vraie question et le LPWG ne l'a pas fait. Parce que notamment dans les mimosées, ils sont arrivés à la conclusion qu'il était extrêmement difficile de faire des clés fiables de tribus pour faire finalement des clades au sein des mimosées, de ces 20 clades, des tribus avec des éléments d'identification. Donc ils sont en train de travailler dessus, mais pour le moment ils y ont renoncé. Et c'est d'ailleurs un peu frustrant parce qu'en effet, des fois, c'est pas évident du tout de les trouver. Il y a d'autres exemples, hein, mais celui-là en est un. Eric. Oui, merci Pierre pour cette présentation avec plein d'enthousiasme. Je me posais une question concernant ce qui se passe sous terre, parce que là tu parles des caractères morphologiques, feuilles, et, très aériens, assez classiques, et on sait qu'il se passe des choses bizarres dans cette famille des fabacées, excuse-moi, des légumineuses. Est-ce qu'il y a aussi des associations qui pourraient être synapomorphiques, ou c'est trop le bazar, il y a trop de transferts dans tous les sens? Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, donc les légumineuses ont la particularité de faire avec un certain nombre de bactéries, notamment du genre Rhizobium, des synergies, l'une profitant à l'autre. Alors, en effet, il y a des espèces de rhizobium qui ont été décrites, qui sont spécifiques à certaines tribus ou à certains genres, mais pour le moment, le lien aussi élaboré que celui que tu évoques, c'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui serait un critère de classification, pour le moment n'est pas fait, mais il y a un champ d'investigation qui est considérable. Le problème, c'est que souvent d'un côté on a des agronomes et de l'autre côté on a des botanistes, quand on n'a pas des généticiens qui parfois ne font pas de botanique, ou très peu finalement. Donc c'est des mondes qui doivent en effet se rencontrer. Mais il y a une piste très importante, bien sûr.
Ici, l'apomorphie, tu n'as pas parlé de la germination hypocotylaire versus épicotylaire. Ouais. Je voulais savoir si ça avait une importance comme marqueur phylogénique. Ce n'est pas le cas dans d'autres groupes, comme les ornithogales. Non, je ne sais pas répondre à tes questions. Ça n'a pas été, en tout cas pour moi, étudié récemment. De toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est vraiment au début de quelque chose là, sur les légumineuses. Et que les travaux, vous voyez, les publications majeures 2017, 2024, une qui sera faite dans, je pense, quelques années sur les papillonoïdés. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais non, pour le moment, je ne peux pas répondre à ta question.